si vous êtes devant cette vidéo, vous connaissez le scénario. En janvier, on se dit « Bonne résolution, cette année, je lis un livre chaque mois ». Mais arrivé en juillet, on n'a lu que des tweets. L'été, c'est la période où les Français lisent le plus. Ça vaut pour vous, sans doute, et ça vaut en tout cas pour moi. Chaque année, avant de partir en vacances, je regarde ma bibliothèque et je me dis « Qu'est-ce que j'emporte ?» Et comme vous avez sûrement le même problème que moi, j'ai décidé de vous aider. Voici le top 5 des livres à absolument lire cet été. Après tout, c'est pas comme si j'avais déjà passé les 3 derniers étés à recommander à un certain nombre d'entre vous ce qu'il faut lire, et je commence à avoir une bonne petite idée de savoir ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut éviter quand on prend un livre pour l'été. Alors, avant de vous révéler le top, je vais vous parler des 5 critères sur lesquels on choisit ce qu'on emporte. Varié, pratique, désirable, passionnant et profond. Varié pourquoi? Parce que généralement l'été, on est dans des humeurs, des moods un peu différents. Et c'est très important de pouvoir choisir en fonction de son humeur du jour, de la météo, de son programme, ce qu'on veut lire. La variété dépend évidemment des goûts de chacun, mais moi, j'emporte systématiquement des livres de genres différents. Romans, théâtre, essais, parfois poésie, développement personnel ou philosophie aussi. Et comme ça, s'il y en a un que j'aime pas, je change. Pratique, un critère évident mais important. Le livre doit rentrer dans une poche ou un petit sac, ne pas craindre d'être abîmé et être plutôt condensé ou léger. Désirable. Je choisis systématiquement des livres qui ont une couverture qui m'appelle, qui m'attire, que j'ai envie d'ouvrir. La 4e et la première de couverture, c'est fondamental. Passionnant parce qu'on a envie d'être embarqué dans des aventures. Une histoire qui dure, qui nous prend par la main et nous fait tourner tout autour d'un univers. En gros, l'été, j'essaye d'éviter les trucs trop lourds. Des livres qui exigent beaucoup de concentration, dans lesquels, pour se plonger, il faut avoir envie. Mauvais choix. Passionnant. Et enfin profond, parce que l'été, c'est souvent le moment où on a l'occasion de se plonger en soi, de faire une introspection, d'interroger son fort intérieur sur ses choix de vie, son rythme, son équilibre pro-perso. Et c'est ce que la lecture nous permet de faire. Et en particulier certains des livres de cette sélection, qui sont comme un miroir, qui nous permettent d'observer notre vie avec du recul, ce qui est beaucoup plus dur pendant l'année quand on est pris par le travail, les enfants, l'école, etc. Bref, la profondeur des leçons que nous permet de tirer une histoire sur sa propre vie, pour moi, c'est un des critères essentiels des bons livres d'été. Allez, assez mijoté, voici le top 5. Pour commencer, le plus court de la sélection. Mais c'est pas la taille qui compte. Voici Rose Royale de Nicolas Mathieu. Ce livre, c'est 2 nouvelles. Rose Royale, suivie de La retraite du juge Wagner, d'un auteur lorrain qui parle de la France profonde. Celle qui fait la chair à canon et le sang des fabriques, le gros du public de TF1 et les chiffres de l'abstention, la cohue des foires et la réalité du pays. C'est pas ces textes les plus connus, et je les ai découverts récemment, mais j'ai su tout de suite que c'était d'une grande qualité. Rose, c'est une quarantenaire, divorcée. Jolie femme, malgré les quelques rides qui apparaissent sur son visage. On admire encore ses jambes, le soir quand elle va au bar Le Royal pour oublier sa vie de solitude. Les mecs la draguent, elle rentre dans leur jeu. Mais c'est tous des tocards. Et très souvent, ils sont même violents envers elle. Alors, ça menuse l'espoir. Jusqu'au jour où elle rencontre Luc, un homme qui n'était pas fait pour lui plaire, mais de qui peu à peu elle se rapproche, et avec qui se crée une histoire qui commence bien, mais qui a aussi sa part d'ombre. Je vous en dis pas plus, mais je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un livre facile à lire, accessible, dans lequel on rentre bien, et très moderne, donc foncez. Alors, le deuxième, lui, m'a vraiment mis une claque. Les Amants du Spoutnik, de Haruki Murakami. C'est la première fois que je lisais de la littérature japonaise, et j'ai trouvé que le sens de la formule qu'ont les Japonais est absolument phénoménal. L'auteur fait des comparaisons à laquelle j'aurais jamais pensé et qui heurtent un peu au début, mais une fois que tu y réfléchis, elles sont assez logiques, voire poétiques. Là, par exemple, il décrit une pièce, les livres, trop nombreux pour les étagères, étaient agglutinés par terre comme un groupe de réfugiés politiques. Il y a une délicatesse dans le choix des métaphores, c'est très imagé et parlant, du coup. Par exemple, un écho lointain, à peine audible, mais qui me tira peu à peu du sommeil, aussi sûrement qu'un marin remontant la nuit, à geste lent, une ancre du fond de la mer. Les Amants du Spoutnik, c'est l'histoire d'un trio amoureux. Et ça donne toujours lieu à des histoires folles. K, le personnage principal et narrateur, est amoureux de Soumir, une jeune femme qui sait qu'il l'aime, mais qu'il considère comme un ami. Soumir, en revanche, aime une autre personne, mariée, plus âgée, sa patronne. Et oui, car c'est une femme. Et c'est dans ce trio amoureux qu'Haruki Murakami évolue avec une histoire entre l'amitié et l'amour qui m'a beaucoup marqué par ce qu'elle a révélé de mon propre rapport au sentiment amoureux, à la relation. À la fin du livre, je ressentais littéralement des sensations comme si j'avais pris de la drogue. J'avais chaud, j'étais comme éthéré, pas vraiment posé sur mon siège, l'impression que le monde autour de moi et la perception étaient différentes. Et pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire au sens de flamboyant dans ce livre. C'est juste que c'est extrêmement juste tout en étant très doux. Bref, je
Je pense que c'est un livre qui peut correspondre à pas mal d'entre vous, car il arrive à créer un équilibre entre plein de valeurs et d'émotions différentes, l'amour, le sexe, une disparition inquiétante, la mémoire et le traumatisme. Et en plus, il y a une partie sur une plage en Grèce, un bon livre pour l'été. Alors ça, c'est presque un conte des mille et une nuits, Samarcande, d'Amin Maalouf. Amin Maalouf, c'est un des auteurs que je lis chaque été. Il a suffisamment de romans pour qu'il y ait de la variété, et ils sont tous de bonne facture. C'est un excellent conteur, et c'est pas pour rien qu'il est à l'Académie française. Il a écrit quelques essais que j'ai trouvé intelligents et que j'aime bien, mais ses romans ont ça de génial qu'ils nous transposent littéralement dans une autre géographie, à une autre époque. Samarcande, c'est l'histoire de la Perse d'Omar Khayyam, un poète et astronome qui ne pensait pas comme la majorité des gens de son temps, et d'ailleurs ça lui a causé quelques problèmes. C'est l'histoire de son manuscrit, un livre ultra précieux, né au XIe siècle, puis égaré lors des invasions mongoles, et retrouvé 9 siècles plus tard. Et Samarcande, c'est aussi l'histoire de Hassan Sabbah, le fondateur de la secte la plus redoutable de l'histoire, que vous connaissez tous pour avoir joué à Assassin's Creed sans doute, la secte des assassins. Bref, de la forteresse d'Alamout au XIe siècle, au Titanic au XXe, c'est une plongée dans l'histoire qui ne garde que ce que l'histoire a de plus passionnant, pas les dates, les trucs un peu barbants, mais uniquement ce qui en fait le sel, les personnages, les dialogues, les rencontres. Une citation pour vous plonger dedans, une phrase d'Omar Khayyam. Pour affronter le monde, Hassan Sabbah a bâti Alamout. Moi, je n'ai bâti que ce minuscule château de papier, mais je prétends qu'il survivra à Alamout. Tel est mon pari, telle est ma fierté. Là, on arrive sur du costaud, avec des romans un peu plus gros, mais tellement bons. Rebecca, de Daphné du Maurier. C'est plus de 30 millions de personnes qui l'ont lu, et Alfred Hitchcock en a même fait un film qui l'a immortalisé au cinéma. Et à vrai dire, ce qu'il y a de génial dans cette histoire, c'est que Rebecca, son titre, c'est l'un des personnages, mais il n'existe pas. En tout cas, on ne la voit pas, mais on la sent partout. Car Rebecca est la défunte épouse de Maxime de Winter, le propriétaire d'un château mythique, Manderley, qui vient de se remarier avec une jeune personne qui arrive sur place et se rend compte que tout le monde autour d'elle, de la gouvernante au garde-chasse, sont comme mal à l'aise avec sa présence. Comme si le fantôme de l'ancienne maîtresse des lieux régnait encore sur place. C'est une histoire qui nous fait ressentir des émotions très variées. On a peur, c'est un vrai thriller psychologique, il y a beaucoup de suspense, on s'interroge sur les motivations des personnages, on a de la compassion pour la timidité et la fébrilité de la jeune nouvelle épouse, et on sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Je trouve ça incroyable d'avoir réussi à écrire une œuvre où l'un des personnages principaux est absent, mais est partout. Et ça rend fou parce que tu peux pas lutter contre quelqu'un qui a disparu. Il n'y a pas de compétition. S'il y avait une femme à Londres que Maxime aimait, une personne à qui il rendait visite, avec qui il dînait, avec qui il couchait, j'aurais pu me battre contre elle. Nous aurions été sur un pied d'égalité. Un jour, cette femme aurait vieilli, se serait lassée ou aurait changé. Et Maxime ne l'aurait plus aimée. Mais Rebecca ne vieillirait jamais. Elle et moi, nous ne pouvions pas nous battre. Elle était trop forte pour moi. Bref, foncez sur Rebecca, excellente recommandation d'une personne chère qui se reconnaîtra, et on passe au suivant. Last but not least, l'un des livres que j'ai préféré lire l'été, L'Art de perdre, d'Alice Zeniter. J'ai lu ce roman il y a 2 ans, et il m'a beaucoup marqué, et d'ailleurs il a beaucoup marqué les personnes à qui j'en ai parlé sur les réseaux sur Jules comme César, parce que il m'a enfin permis de mettre une histoire de vie sur plusieurs générations, sur l'immigration algérienne en France. L'Art de perdre, c'est d'abord le grand-père, puis le père, et enfin la fille, qui vivent depuis avant l'indépendance de l'Algérie jusqu'à nos jours, les rapports qui évoluent avec les Français et la France. Le grand-père, qui a combattu pour la France pendant la guerre, est un harki. Dans son village, avant la guerre d'indépendance de l'Algérie, il a un grand statut social. Mais au fur et à mesure que la situation politique s'envenime et que les rapports avec les Français se dégradent, sa situation devient de plus en plus celle d'un paria qui est obligé de fuir avec sa famille. Et c'est ainsi qu'Hamid, son fils, arrive en France où il grandit dès l'âge de 10 ans. Des camps de réfugiés du sud de la France, au HLM de l'Ouest, jusqu'à Paris, où la petite fille Naïma grandira et cherchera ses racines, elle qui parle à peine l'arabe, qui a quelques traces de ses racines kabyles, sans pour autant avoir du tout les mêmes codes culturels que le reste de sa famille qui sont restés en Algérie après la guerre. C'est leur histoire qui se déroule dans ces pages. Et elle est passionnante. Typiquement, sur l'imaginaire qu'on peut avoir de la France dans les villages un peu reculés et au bled. Car la vie en France n'est pas toujours reluisante pour les immigrés, mais quand ils reviennent au bled, ils sont pas toujours transparents là-dessus. Typiquement, l'été prochain, quand il rentrera, il continuera à faire le malin. Il creusera un peu plus le sillon de la France dans le cœur des jeunes, qui voudront partir aussi. C'est ça qu'il est, le village. Une caisse de résonance pour les mensonges que ramènent les immigrés. Bref, L'Art de perdre, un des meilleurs romans que j'ai lu. D'ailleurs, toute cette sélection, c'est le cas. Je vous la recommande très chaudement pour cet été. Bref, évidemment, on peut avoir d'autres goûts et contester ma sélection, mais je trouve que c'est assez éclectique. Il y a de la littérature française, étrangère, des hommes, des femmes dans les auteurs, du court, du long. Ça devrait suffire à aiguiller certains d'entre vous. Mais pour aller plus loin, laissez aussi en commentaire d'autres recommandations que vous auriez
ça nous sert à tous et c'est l'idée de la communauté d'entraide que je veux qu'on crée avec cette chaîne. D'ailleurs, pensez à vous abonner et à activer la cloche, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos et les recommandations dont on discutera ensemble. D'ici là, bel été.